Bonsoir. Un gagou a embêté qui s'injurie en public. L'un profère de menaces à l'endroit de l'autre qui lui répond avec la même violence. Le ton monte et tout le monde pense que les deux hommes vont bientôt en venir aux mains. Soudain, nos deux protagonistes éclatent de rire et s'enlacent fraternellement. En vrai, les gagous et les bêtés sont alliés depuis des temps ancestraux. Ces insultes et menaces sont pour eux juste des taquineries pour tester et renforcer les liens qui les unissent. Les alliances interethniques, c'est le sujet principal de notre émission du jour. Et pour en parler, nous recevons le magistrat hors catégorie et écrivain Fodjo Kadjo Abo, auteur de l'œuvre Au secours des alliances ethniques. Avec lui, nous essaierons de mieux comprendre ce fait coutumier. Et parlant d'entente, elle est encore loin de régner au sein de la FIF. La candidature de Didier Drogba crée toujours polémique. Et ces jours-ci, on assiste à une valse de groupements de soutien. Débat, analyse pertinente, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. On est très heureux, comme tous les soirs, d'être en votre compagnie pour ce rendez-vous, le Live Talk. Et je suis encore plus heureux d'être accompagné par la meilleure des teams, la The Team, écrivez Z-E-T-I-M. Israël Guébo nous rejoint ce soir. Bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir à tout le monde, ça va très bien, merci. Très bien dans le générique, le fait qu'on passe les lunettes là. Ça fait cliché, mais bon. Ça fait cliché, ouais, je comprends. Ryan Hassi, m'aviez promis une nouvelle coiffure? Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas? On ne change pas une équipe qui gagne. C'est important, une coiffure qui plaît. Tout à fait. Edith Bourbleu est en orange. En orange. C'est bien, c'est très beau. Il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. La pêche. D'accord. Et le poisson. C'est parfait. Non, c'est parce que j'étais à la pêche. J'étais à la pêche ce week-end, donc je crois que j'attendais l'occasion pour placer. C'est une magnifique chute. Merci beaucoup. Merci réussi, beaucoup. Ouais. Il y a d'autres jeux de mots au cours de cette émission. Faut bien vous caler. Et puis notre Shine Maison est avec nous. Sophia Ida, bonsoir. Bonsoir, Brice. Comment ça va? Oui, ma voisine m'a dit qu'elle adore les boucles d'oreilles. Donc, voilà, donc je tenais à le dire. Et puis ça shine aujourd'hui. Hein. Always. Bon, tout ça c'est bien, mais bon, les faits marquants de l'actualité et l'essentiel de l'information, c'est maintenant dans le Live Actu. Et nous entamons notre tour de l'actu ce soir avec vous, Edith Brou, et ses interrogations autour du séjour du président de l'Assemblée nationale en Europe. Alors effectivement, Amadou Soumaoro en mission officielle ou pour des soins à Paris. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a publié un communiqué ce lundi 20 juillet pour démentir les rumeurs persistantes sur son état de santé. Selon ce communiqué, ce déplacement fait suite à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en abrégé APF, qui s'est tenue par visioconférence le lundi 6 juillet. Je cite un extrait du communiqué. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale entreprendra d'importantes rencontres en vue de relancer la coopération parlementaire internationale. Je tiens à préciser également que lors de ce séjour, il rencontrera la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, le jeudi 23 juillet au siège de l'OIF. Il est à rappeler également que depuis quelque temps, des rumeurs persistantes sur son état de santé continuent de courir sur les réseaux sociaux et finalement il n'en est rien. Ce communiqué qui est assez explicite, assez clair, vient démentir toutes ces rumeurs. Ce qui est sûr, il a rendez-vous dans 2 jours, jeudi. Oui, dans 2 jours, exactement. De toute façon, on verra les photos. Absolument, on verra les photos, on aura forcément une vidéo où il se prononcera lors de cet entretien avec la secrétaire générale de l'OIF. Mais quelques interrogations, surtout au niveau du communiqué, parce qu'on l'a tous bien lu, mais on n'a pas vu de date de retour aussi, parce qu'en général, on voit toujours une date de retour. Ça dit qu'en fait, la visite officielle, on sait que le président de l'Assemblée nationale a lieu de telle date à telle date. Pour l'instant, on sait qu'il y a des rendez-vous. Dans ce qui a circulé sur les réseaux sociaux concernant sa fiche de voyage, on voit bien le jour du départ. On ne voit pas le jour de retour. Il a précisé également que selon le calendrier, parce que j'ai fait un tour sur le site web de l'APF, selon le calendrier prévisionnel des activités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la prochaine activité majeure se tiendra à Genève, en Suisse, du 3 au 4 septembre 2020. Ce qui pourrait justifier la préparation, pas de date de retour. Bah, bien sûr. En tout cas, moi, je veux rester sur une note d'optimisme, c'est normal. Bon, on souhaite un prompt rétablissement si c'est pour les cas de... Voilà. Mais pour l'instant, on dit que c'est dans son agenda. Exactement. C'est une réunion, une mission officielle. Non, ce qui révèle surtout, c'est qu'il n'y a rien dans l'agenda de l'APF à cette date-là.
Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, avec Rayanasi, on a envie de dire que le ballon ne tourne pas vraiment rond. J'ai cherché cette expression. Merci beaucoup. Franchement, je vais très loin. Alors, pour continuer sur cette lignée, il n'y a que de rebondissements oh là là. sur le chemin à la présidence de la FIP. C'est bien, c'est très bien. Alors, effectivement, à l'issue d'une assemblée générale qui a eu lieu le lundi dernier, donc lundi 20 juillet, l'amicale des arbitres a décidé de voter à la majorité pour accorder son parrainage à Didier Drogba. Enfin. Rappelons tout de même que le 13 juin dernier, il y a eu la même assemblée générale pour cette même amicale des arbitres qui s'était tenue à Yamoussoukro et qui avait été organisée par Koulibaly Souleymane, supposé président de cette amicale en question, et qui avait opté pour parrainer le candidat en lice, Sori Diabaté. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Allez-y, finissez. Cependant, de nombreux membres dissidents de cette amicale ne reconnaissent pas Koulibaly Souleymane comme leur président, donc estiment que son mandat était censé se terminer officiellement vers octobre 2019. Donc, ils estiment qu'il n'est pas en mesure de statuer sur de telles décisions. Ils ont donc décidé de faire leur assemblée générale qui a justement eu lieu ce lundi dernier, à l'issue de laquelle ils ont voté sur 225 votants. Il y a eu 223 qui ont accordé leur voix à Didier Drogba tout de même. Donc, on va dire que le camp Drogba souffle un peu en ce moment. Mais ce n'est pas définitif puisque, étant donné que les avis sont un peu partagés, la commission électorale doit valider maintenant l'un de ces deux parrainages. Alors, il y a quand même des interrogations autour de cette situation. Parce que certaines personnes se posent des questions. Pourquoi cette dissidence, hein, on peut l'appeler comme ça, ou vous n'êtes pas d'accord? Oui, parce que... Comment on dit ce mouvement, ce mouvement autre, n'intervient que maintenant. Ouais, depuis le 13 juin quand même. Effectivement. Alors, justement, ces membres dissidents de l'amicale des arbitres estiment... Cet autre mouvement estime soudainement que Koulibaly Souleymane n'est pas légitime pour statuer sur de telles décisions, étant donné que son mandat était censé être fini depuis octobre 2019. Donc, apparemment, cette assemblée du 13 juin a eu lieu sans l'accord de tous les membres de l'amicale des arbitres. D'accord. Alors, Israël, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Donc, ça remettrait en selle Didier Drogba. Alors, faut attendre. Je pense qu'il faut attendre déjà que la commission électorale, elle valide. Donc cette décision, ce parrainage, parce qu'il y a déjà eu un premier parrainage. Est-ce que ce premier est celui qui est le définitif ou alors est-ce qu'il y aura un recours? Donc, c'est des questions qui se posent. Mais ça m'amuse un peu cette situation parce qu'on se rend compte de plus en plus en Côte d'Ivoire que les partis politiques, il y en a deux, certains groupes, il y en a deux, même encore dans le football, dans le mouvement, ils semblent avoir une épidémie de bicéphalisme. C'est ça, dans nos double. Mais bon. Et tout n'est pas encore joué puisqu'on attend encore que l'association des médecins du sport se prononce également sur son choix du candidat à parrainer. En tous les cas, vous parlez comme un de mes amis, on attend que Didier Drogba se prononce lui-même. Il y a un grand silence qui est autour de lui, c'est peut-être une stratégie, mais pour l'instant, cela laisse toutes les supputations aller à leur En tout cas, nous on tient à rappeler, parce qu'on m'a encore interpellé là-dessus il y a quelques jours, nous tenons vraiment à rappeler que nous avons lancé une invitation à l'ensemble des partis, à l'ensemble des Ivoiriens en tout cas, qui souhaitent s'exprimer sur cette question-là. Et puis, pour l'instant, ceux qui ont souhaité s'exprimer se sont exprimés et nous attendons bien que... Portes sont ouvertes, hein. Voilà, les portes sont ouvertes. Merci beaucoup, Sophie. En anglais, ici, non, je réponds. Je fais juste la transition pour qu'on vous retrouve. Parce qu'avec vous, on parle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a des inquiétudes à propos de l'Afrique, autour de la question de la Covid-19. Oui, alors l'OMS s'inquiète encore, hein, on va dire. De l'Afrique. C'est vrai que selon les statistiques donc, de cette organisation du 20 juillet 2020, l'Afrique compte au total 597 223 cas confirmés de coronavirus, dont 9 691 décès. Alors le responsable donc, de l'OMS chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire, Michael Ryan, se dit inquiet justement de l'accélération de la transmission du virus. C'est vrai qu'il y a une réelle augmentation ces dernières semaines. Il faut noter qu'en Afrique du Sud, on a 30% d'augmentation seulement depuis la semaine dernière, 31% au Kenya, 50% à Madagascar. Donc c'est 3 fois plus qu'il y a le mois dernier, donc au début juin. Alors 57% en Zambie, 69% en Namibie. Et puis chez nous, en Côte d'Ivoire, on a quand même plus de 14 000 tests positifs donc, au coronavirus, soit le double des chiffres par rapport au mois dernier. C'est énorme. Et donc, mais pour l'OMS, c'est surtout l'Afrique du Sud et ce qui s'y passe, parce que c'est le plus grand nombre de cas, c'est vraiment là-bas. Allez-y.
Non, vas-y, je pense que tu veux rajouter à mes propos. Oui, non, c'est surtout que moi, ça rappelle 2 commentaires de ma part. Le premier, il faut bien se rendre compte qu'entre le moment où on a découvert les premiers cas en Afrique et maintenant, il y a une multiplication de tests. Donc, du coup, les chiffres ont augmenté. C'est dans l'ordre normal des choses. Et on va bientôt arriver à la période du pic. Première chose. Deuxième chose, je pense que l'OMS devrait plutôt s'inquiéter pour certains pays qui, eux, dont les présidents, par exemple, ont décidé de nier l'existence de ce virus. On voit très bien les chiffres, et je vais les citer, ce sont les États-Unis et le Brésil, même si hier ou aujourd'hui, on a bien vu que le président américain a décidé que le port du masque était un acte patriotique. Je vais faire des chiffres comparés. En Afrique, c'est environ 600 000 cas détectés depuis le début, 9 500 décès. Les États-Unis, depuis le début, c'est 3 895 143 000 décès. Au Brésil, c'est 2 millions de cas, 80 000 décès. En France, c'est 176 000 cas, 30 000 décès. Donc, c'est vrai. En termes de taux de létalité, c'est bien inférieur en Afrique. Oui. Alors, on s'est dit, pourquoi autant s'inquiéter pour l'Afrique? On a envie de dire, pourquoi vous ne regardez pas ailleurs? C'est vrai quand même que l'Afrique du Sud, c'est particulier par contre, hein, parce qu'on compte quand même 374 000 cas dans le pays. Oui, c'est vrai, 195 000 guéris, mais 5 173 décès. Donc, pour eux, ils se basent sur l'accélération et ce que le virus est en train de causer dans ce pays-là pour prévenir les autres pays africains, pour leur dire faites attention, parce que si ça se passe en Afrique du Sud, ça peut aussi remonter à nous. De toute façon, ils avaient déjà depuis le départ annoncé l'apocalypse sur l'Afrique. Ça n'est pas arrivé. Oui, le virus va continuer à progresser tout doucement. À notre rythme, hein, et puis bon, un jour on s'en sortira. J'aimerais quand même rajouter... Allez-y, finissez. Non, finissez. Je voulais juste rajouter quand même que le port du masque obligatoire, parce que la France a fait tomber cette loi-là récemment, avec des sérieuses amendes. Donc pour la première infraction, c'est 135 €. La deuxième infraction sur 15 jours, 1 500 €. Et puis la troisième infraction sur 30 jours, 6 mois de prison et 3 750 €. Mais aujourd'hui, on compte 0 cas confirmés de Covid en France et 0 décès dans la journée d'aujourd'hui. Ça tombe très bien parce qu'ici en Côte d'Ivoire, je sais qu'aujourd'hui le ministre de la Sécurité disait qu'on passait de la phase de sensibilisation à la phase de répression. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, si ça marche comme ça, que les gens ils ont réussi à avoir 0 cas, pourquoi ne pas peut-être insister sur personne ne voit ce que ça va donner. La chicotte fonctionne. La chicotte fonctionne. En tout cas, les afro-optimistes, qui avaient un moment sorti la fameuse théorie du complot face à l'OMS, peuvent au moins se poser des questions. Parce que quand on voit les cas à Madagascar et en Afrique du Sud, on a quand même envie de se poser des questions. Et même si on ne doit pas s'inquiéter, il faut ouvrir l'œil et toujours faire attention. Et respecter les gestes barrières. C'est important. Bon, c'est tout pour notre petit tour de l'actualité ce soir. On progresse et on s'arrête pour notre micro-trottoir. En Côte d'Ivoire, toutes les ethnies sont alliées d'une ou à plusieurs autres ethnies. Cela donne lieu parfois à des scènes assez cocasses lors de certaines cérémonies, au point où l'on se demande si les alliances ethniques prévalent en toutes circonstances. Nous avons recueilli vos avis sur la question. On suit ensemble ce micro-trottoir et on en parle juste derrière sur ce plateau. En tout cas, c'est dans toutes les situations. On peut faire prévaloir, même dans les funérailles, même un président même. Il y a lieu de faire l'alliance avec même un président, tu fais ce que tu peux faire. Dans le cadre du travail, on ne peut pas faire l'alliance. Mais après le travail, on peut faire l'alliance. Tous les chefs, votre allié, va faire l'alliance avec lui. Après le travail, on peut faire l'alliance, mais pas dans le travail. Moi, je suis Tchimini. Moi, on a les alliés, le Koyara. Il peut faire tout. Mais il ne peut pas jouer avec ma femme. Moi, à mon avis, je pense que ce n'est pas tout. C'est pas tout. Mais au fait, il y a des personnes qui vraiment profitent de cette alliance pour parler ou injurer des personnes, disons des grandes personnes. Moi, je suis Agni. Chaque fois que Patou y arrive, là, quand il voit un baoulé, moi, il l'insulte. C'est alliance, c'est comme ça. On s'amuse. Là, il n'y a pas de gagnant, c'est pas là. Les baoulés et puis les Agnis, c'est comme ça. Sauf ceux qui sont faits en mentir et puis on les a jetés là. Nous, on n'est pas bien sûr. C'est pas parce qu'on s'insulte, on va arriver jusqu'au fond, hein, non. On se taquine, bon, bon, souvent tu dis, l'autre dit que Agni bête là, il reconnaît, toi tu vis dans l'eau, il dit, ouais, moi il sait qu'il vit dans l'eau, toi tu prends un coup de coude pour te laver, c'est comme ça, et puis ça roule. Nous les Gouro, nous avons comme alliés les Yakuba, les Senifo, les Koyara, les Toura, les Djimini, on se taquine partout entre alliés, il n'y a pas de limite. Ça ne pose pas de problème en fait, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui savent. On ne peut pas taquiner ses alliés partout parce que
ça peut nous créer des problèmes. Par exemple, avant-hier, ce qui s'est passé à Korogo, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc pour cela, pour se respecter, on peut garder les alliés de côté. Même si tu es roi, même tu es venu, il y a un roi qui vient ici, là, je l'insulte, il me donne l'argent. Et puis moi, même si la voiture, même je peux bloquer sa voiture, il peut me donner ce que je veux. On ne trie pas. Même si tu es comme si tu arrives dans un coin qu'on dit voilà, là, il faut lui dire ce que tu veux. Lui aussi, il va dire ce que tu veux. Il veut sur toi. C'est alliance. C'est comme ça. Celui qui dit qu'on trie là, il a menti. Réalisé par les bons soins des équipes de Nokana Paleka. Tu vois, je pense que ça va faire plaisir à Serge Kouachi, ça. Nokana Paleka, c'est à Yamsokro. Bon, je pense que ça a un tout petit peu été relevé par un fait, un tout petit peu ce qui s'est passé lors des obsèques du Premier ministre Amadougon. Et les avis ont commencé, en tout cas, on a commencé à en parler, ne serait-ce que ça. Bon, alors, alliance interethnique, parenté à plaisanterie, partout, pour tout, vous trouvez? Partout, oui, mais c'est vrai qu'il y a forcément des limites. Comme on a dit dans le reportage, dans le micro-trottoir, peut-être des limites au travail, peut-être des limites aussi au niveau de la loi. Tenant compte du côté juridique également. Allons-y, c'est des faits concrets. On va être très concret sur cet effet. Mon très cher et tendre patron serait d'une ethnie qui est en alliance avec la mienne. Puis tu arrives et puis tu vois ton patron et tu dis bête là, c'est ou bien tu le traiterais d'esclave parce que cette alliance interethnique à plaisanterie permet de faire ça. Non, c'est absolument pas possible. Donc forcément, il y a forcément des limites. Peut-être dans le cas du travail, peut-être dans certaines situations, surtout au niveau de la loi également, parce que au nom des parentés à plaisanterie ou des alliances interethniques, on ne peut pas maltraiter quelqu'un au risque de le séquestrer, par exemple. Ça peut être dangereux. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui fait la spécificité, en tout cas, de notre pays et surtout de toutes ces ethnies, ces 60 ethnies qui sont présentes en Côte d'Ivoire. Parce que ce que je peux ajouter, moi je considère que ces alliances ethniques-là considèrent en fait le ciment de la vie sociale en Côte d'Ivoire. C'est vraiment, on est dans un pays où les appartenances ethniques sont très fortes. Et donc, ces alliances-là viennent créer une sorte de tissage de toile sociale qu'on peut appeler la nation. Et comme j'entends alliance, j'entends construction d'une confiance réciproque, j'entends... et c'est vraiment un ingrédient de cette cohésion sociale-là. En même temps que je dis ça, je pense que ces alliances interethniques ont quand même leurs limites. Et l'exemple des Koyaga balancés comme des sacs de riz à Korogo est très intéressant parce que... Il y a un commentaire dans votre analyse. Oui, c'est comme des sacs de riz, il y a un commentaire. Et c'est fait exprès parce que dans mon ethnie, ce sont mes esclaves. C'est pour ça. Alors, c'est intéressant dans cet exemple pour deux choses. Premièrement, on voit très bien que dans la vidéo, lorsqu'ils ont voulu se coucher sur le cortège de l'ex-premier ministre, ils ont été enlevés, ils ont été dédommagés. Donc, je pense qu'ils ont été payés. Et ensuite, il y a un qui a voulu faire des aides. Donc, outrepasser les alliances pour maintenant se confronter à la loi. Et à ce moment-là, la loi s'applique. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler au cours du petit débat. Et puis avec notre invité, je rappelle Fodio Kadjouabo, donc il est l'auteur de cet ouvrage-là qui est baptisé Au secours des alliances interethniques. On aura l'occasion de lui poser certaines questions sur les limites, sur d'autres détails concernant ces alliances interethniques. Mais Brice, si tu permets, il y a une autre limite qui est celle, aujourd'hui on le voit de plus en plus rapidement, c'est celle des réseaux sociaux. D'accord, on va vous en parler tout à l'heure. D'accord, ça va. Regardez-moi cette information. Il a envie d'en découdre avec certainement des gourous, des gourous. D'accord. Israël était déjà très lancé sur la question. On en parle, mais d'abord, comment on pourrait définir ces alliances interethniques? Qu'est-ce que c'est de façon concrète, une alliance interethnique ou ces alliances interethniques? Je pense qu'une alliance, c'est un pacte passant de deux personnes ou entre plusieurs groupes de personnes qui permettent en fait de fonder, de raffermir, de renforcer et d'en créer des relations entre deux personnes ou un groupe de personnes. Voilà, un pacte de non-agression. De non-agression. Ouais. Alors justement, sur cette définition-là, c'est là que je commence à avoir quelques interrogations. Un pacte de non-agression. Mais quand on va dire, quand vous commencez à me traiter d'esclave et tout ça, est-ce qu'on n'est pas, même si on est en train de plaisanter, moi je ne sais pas, moi je l'aurais défini différemment, pour dire un pacte de non-agression, c'est « Oh le grand roi », vous me direz « Oh mon grand roi ». Mais quand on commence à s'injurier, ou bien on a envie de tester notre capacité à s'auto-pardonner ou à se pardonner les choses. Ça dépend du type d'alliance. Par exemple, vous verrez entre les Dida et les Atier, chacun revendiquait qu'il est le chef de l'autre, qu'il est le roi de l'autre. Donc,
chacun va essayer d'influencer l'autre pour dire, bon, t'es mon esclave. Par contre, il y a d'autres alliances où on est vraiment dans des alliances qui ont été faites en sortie des crises ou pour éviter de la guerre. Donc là, on est vraiment dans différentes approches au niveau des alliances. Ça dépend, vraiment. Quand on parle de non-agression, on parle de non-agression physique et en fait c'est une expression qui est utilisée de façon ironique pour dire je ne t'agresse pas, mais verbalement, toi et moi, on se taquine négativement, c'est de la taquinerie. Et j'ai l'impression que c'est peut-être de là, de ces alliances fraternelles et de ces, on va dire, de ces petites taquineries qui existent entre nos différentes ethnies, entre nos différents peuples, que les Ivoiriens tirent cet humour qui nous caractérise un peu partout en Afrique et dans le monde, parce qu'on a su tirer parti de nos différences, de nos divergences à travers ces alliances interethniques en fait, qui nous lient. Vous parlez bien de cette comparaison avec cet humour-là typique légendaire et typique à l'Ivoirien depuis un moment. Et justement, on est passé de cet humour-là qui était censé, dans un premier temps, taquiner et tout ça, jusque tomber dans la méchanceté. Aujourd'hui, sur certains réseaux sociaux, juste pour faire de l'humour, on a vu que certaines personnes, après, dans leur mea culpa, disaient c'était juste pour faire rire. Mais dans cet élan d'humour-là, ces personnes sont allées jusqu'à blesser d'autres personnes. Est-ce que justement, de partir de cette petite, comme disait Rihanna, violence, enfin, de ces petites taquineries verbales, est-ce qu'on ne bascule pas souvent, ou il n'y a pas le risque que ça bascule souvent dans la violence physique? C'est ça la limite, parce que dans cette histoire d'alliance, il faut bien que chaque partie comprenne en quoi consiste cette alliance. Si on ne comprend pas, on sort tout de suite de ce cadre. Il ne faudrait pas que ça provoque un abus, justement. Et c'est lorsqu'on parle d'abus qu'on verra que d'autres vont tomber dans l'agressivité verbale, dans de la méchanceté, dans de la haine envers l'autre partie, alors que ce n'est pas du tout ça le fondement de l'alliance. Je pense que certains aussi l'utilisent pour pouvoir faire passer des messages qu'ils veulent faire passer, justement, en le déguisant en taquinerie, mais voilà, c'est des pics qui sont lancés de manière intentionnelle. Une alliance, elle se fait à deux, elle se comprend à deux. Et je pense que ça, c'est un des premiers critères. Le deuxième, c'est que tous les espaces ne sont pas bons pour faire des alliances. Internet, particulièrement, n'est pas forcément le meilleur endroit pour faire une alliance. Internet est un espace ouvert, où là-dessus, on retrouve des personnes qui sont à travers le monde, qui n'ont pas forcément les clés, les codes ou la compréhension de ce qui se passe dans le pays. Donc, quand tu dis à quelqu'un que tu es mon esclave, ça peut être mal perçu, mal interprété. Donc, je pense que c'est pas toujours, Internet n'est pas toujours le cas pour faire des alliances. Il faut que les gens qui le lisent puissent le comprendre. C'est parce qu'il n'y a pas véritablement une sensibilisation à ce niveau. Combien en tout cas, nous on le sait, peut-être notre génération et tout, mais au niveau des plus jeunes, ils n'ont pas forcément cette compréhension des alliances interethniques parce qu'ils n'ont pas connu, parce qu'on a vécu des crises à répétition. Je me rappelle d'une émission qui existait sur une radio qui s'appelait Toupet. Qui faisait la promotion chaque semaine de ces parentés à plaisanterie avec des auditeurs qui appelaient, qui rappelaient un peu ces fraternités à plaisanterie en fait. Donc je pense qu'il est important de continuer la sensibilisation parce que c'est un des ferments de notre nation. Est-ce que dans la sensibilisation, vous ne trouvez pas qu'il faille ajouter ou rajouter le volet de la limite? Parce que j'ai envie de dire, souvent il y a des abus, souvent ça va très très loin. Oui. Ça va ou trop loin, je pense. Mais c'est justement ce que je disais, ça va loin quand on ne comprend pas l'essence même de cette alliance-là. Parce que cette alliance, par essence, a pour finalité de créer de l'entraide, de cultiver le pardon, la tolérance entre les êtres. C'est de dire, on est différents, mais cette différence, on l'utilise pour nous rassembler nous-mêmes. Ce n'est pas en abusant, c'est clair qu'on ne se rassemble pas. Sur un cas concret, vous avez des gens qui vont enterrer quelqu'un qu'ils ont perdu, et juste au nom de cette parenté à plaisanterie ou de cette alliance ethnique, on bloque le corps. Donc il y a la douleur des gens. Il y a même... Ça fait partie des rites, ça fait partie de comment dire ça, de cette alliance, c'est comme ça. Et ceux qui sont en face le comprennent, ils le savent. Si un Dida arrive en pays atier, qu'il met une feuille d'acacia sur un cercueil, le cercueil ne bougera pas, sauf s'il est dédommagé. Donc ça fait partie. Donc les anciens le connaissent, mais justement ce que Guy disait, c'est que nous, pour nous encore ça va, la génération à venir, ça va passer difficilement. Ouais, parce que justement, il y a un volet qui a un peu, en guillemets, dégradé cette situation-là. C'est qu'aujourd'hui, on a remarqué que certaines personnes utilisaient ces alliances interethniques-là pour pouvoir soutirer de l'argent. Parce qu'on a vu, avant c'était symbolique, mais le gars il te dit non. Même sans alliance, c'est le cas, on peut profiter de certaines situations. Après, c'est juste de comprendre qu'il y a forcément des limites, il ne faut pas en abuser, pour ne pas travestir aussi cette particularité qui nous caractérise en fait. Ces alliances à plaisanterie, ces alliances interethniques. Donc il y a forcément des limites à avoir. Ailleurs, ça se passe comment?
Sophie? Alors, ailleurs, je vais prendre peut-être le cas du Cameroun, qui n'a pas forcément le même type de format, on va dire, d'alliance interethnique. On a eu, je pense, dans le passé, mais aujourd'hui, c'est plus au niveau des villages. Donc, dans une zone, on va prendre l'exemple de l'ouest du Cameroun, par exemple. Il faut élire un nouveau chef de village, d'un village en particulier. En général, il faut consulter le chef du village d'à côté pour les négociations, pour pouvoir déterminer quelle est la meilleure personne. Et puis, des fois, s'il y a des conflits aussi dans ce village-là, on va discuter avec des villages alliés. Mais au niveau de comment ça se passe en Côte d'Ivoire, on n'a pas vraiment ce type d'alliance. Mais je trouve ça au Cameroun. Non, je dis comment ça se passe ici en Côte d'Ivoire. On n'a pas la même chose au Cameroun, mais je trouve ça super intéressant. Tout à l'heure, dans le jeu de mots, on a dit alliance interethnique partout, pour tout. Est-ce qu'on n'a pas rajouté à tout moment? Parce que ce que je viens de noter, et puis de ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des circonstances particulières où ces alliances-là étaient exacerbées, où on faisait vraiment prévaloir ces alliances-là. Maintenant, est-ce que c'est à tout moment de la journée? On en parle. Quelqu'un disait dans le micro-trottoir, je pense que les alliances, je peux me tromper, doivent être circonscrites dans tout ce qui touche les rites, les coutumes et les us. C'est-à-dire que dans le cas du mariage, la dot, les funérailles, ainsi de suite, on peut mettre en avant. Mais lorsque, par exemple, nous sommes au bureau, dans un cadre administratif ou dans un cadre judiciaire, je pense que l'administration ou la loi doit primer. Après, en dehors de ces cadres-là, on peut reprendre nos alliances interethniques. C'est un avis. L'intervenante en dernier, elle a dit que même si un roi vient ici, je l'insulte. Donc, est-ce que c'est ici, il vient dans son travail, s'il vient, dans quelles circonstances? Pour remettre les choses dans leur contexte, ces alliances interethniques sont nées dans des coutumes et des traditions particulières. Et j'ai même envie de dire qu'ils sont dans un contexte que vous souhaitez remettre dans le contexte. Parce que, quand même, aujourd'hui, je suis à fond dans les jeux de mots. Remettre des choses dans le contexte, mais c'est vraiment dans des contextes bien précis. Et donc, ce type d'alliance est né vraiment pour résoudre des problématiques qui sont propres à cette culture traditionnelle. Aujourd'hui, on pourrait en tirer ce qui est positif pour l'appliquer à nos sociétés, mais comme on le dit, il y a forcément des limites, parce que les habitudes traditionnelles et les habitudes du monde dans lequel nous vivons ici en ville aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil. L'ordre et la loi sont représentés aujourd'hui sur notre plateau. Non, plus sérieusement. Nous recevons avec beaucoup de plaisir un magistrat hors hiérarchie, inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Vous avez compris pourquoi. Il est également écrivain, auteur du livre Au secours des alliances interethniques. Sa plume a été maintes fois primée, lauréat du prix haut de gamme pour la littérature en 2018, lauréat du deuxième prix d'excellence 2017 pour la littérature. Il est également officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, chevalier de l'Ordre du mérite culturel de notre pays. Monsieur Fodjo Kadjo Abo. Là, vous savez, aujourd'hui, dans le rythme, en tout cas, les mots sont choisis. Mais en tout cas, il y a la rime. Hein. Fodjo Kadjo Abo est l'invité du talk. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous, monsieur Kadjo. On parle avec vous ce soir, avec nos invités. Nous a rejoint. Rassurez-vous, Serge, je ne vous oubliez pas. Annie Soula, là, tu vas recommencer cette. Non, j'ai décidé de ne pas volontairement te présenter parce que tu es un baoulé. Et vous êtes Annie? Vous êtes Annie? Bon, je ne suis pas Annie. Je suis le patron des Annie. Bon, ça commence donc vous êtes mon frère alors. Je suis le patron des esclaves. Non, mais j'ai deux esclaves, donc je me dis pourquoi je me suis donné autant de mal à présenter. Bonsoir, Brice, dire oui, bonsoir Serge, bonsoir. Parce que vous l'avez compris, le ton est à l'alliance interethnique, à la parenté à plaisanterie sur notre plateau. Alors la première question pour vous, monsieur Fodjo Kadjo Abo, de façon générale, de façon concrète, comment se sont construites ces alliances interethniques? Sur la base de quoi? Des querelles, des conflits qu'il y avait à l'époque ou des peuples qui avaient envie de créer ces alliances-là? Mais il est difficile de définir les origines des alliances interethniques. Chaque alliance a son histoire. Mais ce que nous retenons, c'est que la plupart des alliances ont été contractées à la suite des guerres. Des peuples en sont venus aux armes et à un moment donné ont décidé de faire la paix. Mais il y a des alliances aussi qui sont nées à la suite de certaines circonstances. Un peuple était en danger, il a été sauvé par un peuple voisin, et à partir de ce moment-là, un accord est contracté entre les deux parties, voilà, pour faire la paix et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'agression.
D'où ces alliances-là tirent-elles leur force pour résister dans le temps et à travers les générations? Ces alliances elles sont contractées sous la foi du serment. Il y a des serments qui sont passés sur les mânes des esprits des ancêtres, mais également sur des esprits saints. Et elles sont sacrées, et de ce fait, leur violation constitue un sacrilège. Alors celui qui viole une alliance sait à quoi il s'expose. Et, voilà, et c'est pour cela que ces alliances ont traversé des époques... Mais pour cela, il faut y croire. Il y a notre génération, la génération d'après, ils se disent, bon oui, ça c'est une histoire de nos parents, on n'est pas obligé d'y croire. Oui, aujourd'hui, les jeunes n'y croient pas parce qu'on ne les a pas éduqués à cela. Mais ceux qui ont eu l'éducation, voilà, ils y croient. Je m'apprête à dire... Ils savent que s'ils violent une alliance, alors il peut leur arriver un malheur. Justement, ça va être ma prochaine question. Est-ce que ça ne constitue pas justement la faiblesse là, de ces alliances-là, parce qu'elles n'ont pas forcément toujours été transmises de génération en génération. Donc moi, je peux ne pas être au courant d'une alliance que mon père ou mon arrière-grand-père aurait passée avec ses baoulés. D'accord, je m'arrête là. D'accord. Est-ce que y a pas, le mode de transmission n'a pas un peu constitué un peu la faiblesse du fait que ces alliances-là... Israël disait tout à l'heure qu'il résiste un peu au temps. Moi, je dirais qu'il résiste pas. Nous, on est encore là-dedans. Est-ce que vous avez l'impression que ça résiste d'abord au temps, monsieur? Les alliances ont résisté quand même au temps. Oui. Ce sont des alliances qui datent de plusieurs siècles. Et on peut dire qu'elles ont résisté au temps. Mais les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans la mise en œuvre de ces alliances résident dans deux choses. Il y a d'abord le modernisme et il y a surtout les religions révélées. Comme je le disais tout à l'heure, ces alliances sont contractées sous la foi de serments prêtés sur des esprits des ancêtres et sur des divinités. Et les fidèles des religions modernes estiment que cela est satanique. Voilà. Ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre des alliances interethniques. Excusez-moi, à vous écouter parler, on a vraiment l'impression qu'il n'y a que du positif derrière ces alliances ethniques. Mais en tant qu'homme de loi, ancien magistrat que vous êtes, est-ce qu'il n'y aurait pas à un certain moment un conflit entre la loi et ces alliances-là? Là, il peut arriver des moments où il y a un conflit, mais le conflit est limité. Vous savez, il est interdit à deux alliés de s'agresser. Physiquement? Physiquement. Verbalement, ils peuvent s'agresser autant qu'ils veulent. Mais un allié ne doit pas verser le sang d'un autre allié. Évidemment, si un allié se bat avec un autre sur le plan civil, ils peuvent trouver un accord et dire qu'ils ne portent pas plainte. À leur niveau, il n'y a pas de difficulté. Mais celui, par exemple, qui tue, viole la loi, et en ce moment-là, le problème n'est plus entre les alliés, mais c'est entre l'État et celui qui a porté des coups. Même si la victime ne porte pas plainte? Même si la victime ne porte pas plainte. Et c'est valable pour les viols aussi? C'est valable pour les viols. Donc ces alliances, en fait, ne prévalent pas en toutes circonstances. Il y a vraiment quand même des circonstances où la loi prend le dessus. La loi prend le dessus, mais l'alliance reste quand même. L'alliance reste quand même, puisque au nom de l'alliance, celui qui a été victime, par exemple, de coups et blessures, ou celui dont le parent a été assassiné, peut dire au nom de l'alliance, je ne porte pas plainte. Ok. D'accord. Mais la justice fait son travail. On va revenir à la question de est-ce que ces alliances-là résistent au temps ou pas. Je reviens là-dessus, vous me permettrez d'insister. Votre ouvrage est intitulé « Au secours des alliances interethniques ». Sont-elles en danger pour qu'on puisse voler à leur secours? En fait, les alliances ne sont pas aujourd'hui ce qu'elles étaient il y a quelques années. Elles sont pas tout à fait tombées en désuétude, mais elles sont en déperdition. Et c'est pour cela que nous voulons que ces alliances soient sauvées.
elles ne sont pas tout à fait perdues parce que c'est en ville que nous ne vivons pas ces alliances. Mais quand vous allez dans les villages, les alliances sont très vivantes. Ce qui s'est passé lors des funérailles du Premier ministre Amadou Gon à Korogo, est-ce que vous le mettez sur le fait que justement on ne soit plus vraiment au fait de ces alliances parce qu'à une certaine époque, si on y était vraiment encore ancré, on n'aurait peut-être pas eu des scènes de violence à ce niveau-là? Il faut dire que ce qui s'est passé à Korogo s'est passé dans un contexte tout à fait particulier. Et cela est tout à fait normal. La dépouille du Premier ministre devait aller à Korogo. Et pendant le transport, la dépouille était entre les mains de l'État. Puisque c'est quand même un Premier ministre. C'était entre les mains de l'État. Il fallait remettre d'abord le corps au Sénoufou. Et c'est à partir de ce moment-là que les alliances jouent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ceux qui, par exemple, qui ont empêché ces jeunes-là, ce sont des agents de la force publique. Et ces agents-là, il n'est pas sûr qu'ils soient imprégnés des réalités des alliances. Peut-être même qu'il y en a qui n'appartiennent pas à des peuples liés, engagés dans des alliances interethniques. Oui, on a des ordres, précisément. Voilà, c'est ça, c'est cela. Parce que ce qu'il faut... Mais par contre, excuse-moi, mais pour ceux qui ont vu la vidéo, qui dure 4 minutes d'ailleurs, c'est un gendarme qui vient, je ne sais pas s'il a été dépêché ou il s'y prend sur lui-même parce qu'il connaît justement les alliances, qui vient, qui donne un billet qu'on voit clairement sur la vidéo au jeune homme, pensant que ça allait régler le cas. Mais peut-être que ce jeune homme-là, lui, attendait à ce que ce soit quelqu'un du cortège même ou de la famille qui vienne, comme cela est peut-être demandé dans les alliances, pour demander pardon avant qu'il ne laisse passer le cortège. Vous savez, dans les alliances interethniques, avant même de faire jouer ces alliances, il faut s'assurer que celui à qui vous avez affaire est un allié. Est-ce que celui qui est allé se coucher, qui voulait parer le cortège, était un allié? Dans la vidéo, on dit qu'il était Koyaka. Koyaga, visiblement. Mais qu'est-ce qui dit que c'est un Koyaga? Il peut parler le Koyaga, mais c'est pour cela qu'il y avait en quelque sorte des moyens de reconnaissance entre alliés. Et ce sont ces moyens-là qui permettaient de savoir si tel ou tel est un allié ou pas. Ils avaient mais si vous n'êtes pas un allié, attaché le rameau, oui, mais ça ne suffit pas. D'accord. Est-ce que M. Faudio, est-ce que ce qui était mis en cause ici, c'était le fait que les personnes étaient Koyaga ou pas, mais c'est surtout la personne qui vient, ou le groupe qui vient les déloger, qui ne... à un moment donné, qui ne comprend pas, parce que je parle de la personne qui ne comprend pas, par exemple, qu'à un moment donné, cette alliance-là a besoin de subsister, bon gré, mal gré. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ceux qui ont... Vous dites s'ils étaient Koyaga, ça ne vous posait pas de problème. Mais comme on avait peut-être des doutes, on dit, bon, on peut les déloger. Oui, mais ceux qui l'ont délogé aussi ne sont peut-être pas des alliés. On n'a pas la preuve qu'ils sont des alliés. Mais pourtant, Ce sont des gendarmes. Eux, ils voient des impératifs de sécurité. Absolument. On est dans un cadre officiel. Voilà. Est-ce que celui qui s'est couché sur la voie est un allié? Est-ce qu'il ne vient pas pour autre chose? Ils ne peuvent pas le savoir. Mais ce sont des agents qui ont reçu des consignes de sécurité qu'ils sont tenus de respecter. La preuve, c'est que quand il s'est avéré que c'est un Koyaga, il a été dédommagé. Au nom de l'Alliance, il a été dédommagé. Donc moi je retiens en fait que c'est parce que le corps était aux mains de l'État de Côte d'Ivoire que l'Alliance n'avait pas à intervenir à ce niveau-là. S'il était aux mains de la famille, ça aurait été pris autrement. Ça aurait posé moins de problèmes. Okay. Ça aurait posé moins de problèmes. Moi j'ai une question beaucoup plus générale sur... La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de crises en Côte d'Ivoire et parfois on se rend bien compte dans les crises sociopolitiques. Ces environnements-là prennent le dessus dans les affrontements, dans les confrontations qu'il y a, ça prend le dessus sur les alliances interethniques. Est-ce que finalement ces alliances-là ne pouvaient pas, ne viennent pas réconcilier là où la politique s'arrête? Est-ce qu'elle ne peut pas être un refuge en fait pour la nation? Bien sûr, bien sûr. Et là, je vais vous donner mon propre cas. En décembre 1999, j'étais témoin d'un mariage à Dabakala. Et c'est étant à Dabakala que nous avons appris
qu'il y avait des bruits de bottes à Abidjan. Et celui dont j'étais le témoin était un commandant de l'armée. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir la primeur. Et en partant, mon épouse n'était pas là, les enfants étaient seuls. Donc, il fallait absolument que le lendemain, je rentre à Abidjan. Et le lendemain matin, j'ai pris ma voiture, j'étais avec un militaire. Et lorsque nous sommes arrivés à Dabakala, tout comme à Katiola, nous avons vu un spectacle de désolation. Nous sommes arrivés à Bouaké, c'était la même chose. Nous n'avions pas assez de carburant, mais toutes les stations étaient fermées. Nous arrivons au corridor de Yamoussoukro, et je précise que jusque-là, grâce à mon ami militaire, on avait réussi à franchir tous les barrages sans difficulté. Mais arrivé à Yamoussoukro, nous avons été contrôlés. Mon ami s'est présenté comme étant un militaire. Et on m'a demandé de me présenter. Alors mon ami lui dit, nous sommes ensemble. Il dit, oui, on sait que vous êtes ensemble, mais on veut savoir qui il est. Je n'avais que ma carte professionnelle de magistrat. Je l'ai sorti et je l'ai remis à l'agent. Il prend, il le regarde et il dit, mais carte d'identité de magistrat. Ah, c'est vous qui avez gâté ce pays, descendez. Mon ami a voulu intervenir et ils ont même failli en venir aux mains. Et à un moment donné, ils ont menacé de lui tirer une balle dans la tête. Et donc, il s'est retiré. J'ai remis les pièces et les clés du véhicule. Le militaire est parti. Et puis, près de 40 minutes après, il revient avec 2 autres militaires. Et lorsque celui qui semblait être le chef est arrivé à quelques mètres de moi, il m'a dit, mais regardez-moi cet imbécile. Si j'étais chrétien, j'aurais fait le signe de la croix. Mais j'ai remercié les mânes de mes vénérables ancêtres. Parce que je me suis dit que j'avais affaire à un allié. Et que si c'était un allié, alors j'étais sauvé. Effectivement, c'était un allié. Il a demandé si je suis à Bron. Je lui ai dit, je suis à Bron. Bon, vous avez gâté mon affaire. Bon, tenez vos pièces et tenez votre clé. Et c'est en ce moment-là que mon ami retrouve de la voix. Et il lui dit, pays, nous avons 2 problèmes. Il dit, mais quels sont ces problèmes? Il dit, le premier problème, c'est que nous devons arriver à Abidjan avant 17 h. Il est 15 h. Et le réservoir est sur la réserve. Le deuxième problème, c'est qu'en venant, le véhicule est tombé dans des nids de poules, le tuyau d'échappement est cassé et il se trouve dans le coffre du véhicule. Il dit, ben c'est tout. Et oui, il a réquisitionné 2 militaires. Et avec ces 2 militaires, il y a une station qui était réquisitionnée. On a fait le plein du véhicule gratuitement. Et il a demandé aux militaires de nous accompagner. Je suis un mécanicien qui se trouvait à la maison, puisque personne ne pouvait travailler. Et il a demandé qu'on aille spécialement réparer mon véhicule et de leur envoyer la facture au corridor. Et ça a été fait. Et ça a été fait. On a bien compris que vous avez été sauvé par ces alliances. Voilà. J'ai envie de dire sauvé par je ces suis alliances. un magistrat. Oui. Et à ce titre, j'ai droit aux honneurs civils et militaires. Ce à quoi je m'attendais, c'était que le militaire se mette au garde à vous. Mais au lieu de le faire, il m'a pratiquement agressé. Il a arraché mes pièces. Celui qui était avec moi, qui était aussi un militaire, qui était plus gradé que celui à qui nous avions affaire, a été rabroué. Alors je me suis dit, ce que la loi n'a pas pu faire, l'Alliance l'a fait. Monsieur Gadjo, on se rend justement compte de la puissance justement de ces alliances interethniques, surtout après votre témoignage. Alors, est-ce que, à votre avis, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait arriver à une application officielle de ces alliances? Parce qu'à vous entendre, ces alliances-là auraient pu épargner la Côte d'Ivoire de toutes ces crises si elles avaient été officielles. Aurait pu épargner parce que dans la crise de 2002 à 2010 que nous avons connue, nous avons pratiquement parcouru toute la planète. Mais c'est finalement en Côte d'Ivoire que nous avons pu trouver une solution dans le cadre du dialogue direct, qui a été inspiré justement par les alliances interethniques. Voilà. Donc comment est-ce que vous pensez qu'on peut appliquer ça de manière officielle? De manière officielle, je pense que
il faut en quelque sorte revaloriser ou valoriser ces alliances interethniques à travers l'éducation. À travers l'éducation de nos enfants. Et cette responsabilité nous incombe, nous qui sommes des parents et qui connaissons surtout ces alliances. Mais cela incombe aussi à l'État. Oui. Peut-être une éducation scolaire. Une éducation scolaire, on peut introduire l'enseignement des alliances interethniques à l'école et cela pourrait permettre de sauver ces alliances. Vous me comprendrez, hein, je découvre un certain nombre de choses à propos de ces alliances-là, parce que moi, dans mon entendement, une alliance, permettez que je fasse une comparaison avec un mariage. Dans un mariage, on valorise la personne avec qui on est allié. Mais dans le cas de ces alliances interethniques, on est très souvent et régulièrement dans des invectives, dans des injures. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une formule beaucoup plus douce pour moi? Parce qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Avant, on n'avait que on était dans un contexte coutumier, il n'y avait pas forcément permettez-moi l'expression, des antagonismes religieux ou encore politiques qui intervenaient. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans ce même contexte-là? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, de façon plus simple, rendre la chose beaucoup moins agressive, j'ai envie de dire, même verbalement? Alors, je crois qu'il faut comprendre un peu l'intérêt de ces agressions. Parce que quand on parle des alliances ethniques, on voit les injures, on voit les plaisanteries de mauvais aloi. Ouais. Mais si on demande, par exemple, à celui qui a voulu bloquer le corps, pourquoi tu as agi ainsi, je pense qu'il risque d'être bloqué lui-même. Il ne pourra pas dire, il dit non, nos parents nous ont dit que nous sommes des Koyaga, alors si nous voyons un cortège, nous pouvons l'interrompre. Mais pourquoi? Il ne peut pas répondre. En fait, c'est une philosophie. Les alliances interethniques sont en quelque sorte des accords de... C'est ça, on veut dire, c'est des accords de non-agression. Oui, des accords, mais ça va au-delà de la on dit la non-agression, mais une agression verbale. Voilà, une agression verbale, mais c'est justement... C'est pour éviter d'en venir aux mains qu'on se lâche au niveau verbal. Parce que, bon, ça fait partie de la culture de la tolérance. Les agressions physiques sont le plus souvent précédées d'agressions verbales. On s'insulte d'abord, et puis après, on en vient aux mains. Et comme je l'ai dit, la violation des alliances interethniques constitue un sacrilège. Alors, un allié arrive dans une maison de deuil qui trouve la veuve ou bien les orphelins en train de pleurer et leur dit, mais écoutez, vous n'avez pas honte de pleurer, taisez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter. Et donc, à travers les injures et ces actes déplacés, on habitue les alliés, en quelque sorte, vraiment à se fortifier. Voilà. C'est une formation psychologique. Moi, j'ai une histoire. Alors, on vous dit, si un allié vous insulte, quelle que soit la gravité de l'injure, considérez que c'est de la plaisanterie. Allez-y, Sergent. J'ai une histoire, justement, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un Yakuba qui décède. Et dans le cadre de leur alliance, c'est les Sénoufos qui doivent venir creuser la tombe. Et donc, ils creusent la tombe. Et lorsqu'on doit venir mettre le Yakuba en terre, on se rend compte qu'il y a un crapaud à l'intérieur de la tombe. Donc, les Sénoufos viennent, ils prennent le crapaud et ils disent « Non, mais vous, là, vous aimez trop manger des crapauds. » Et ils le jettent sur la famille. Donc, il y a des cris et ça provoque un peu de rire. Ça aide à détendre l'atmosphère. Parce qu'en vrai, il est dit que les Yakuba mangent des grenouilles et pas des crapauds. Mais bon, les Sénoufos font ça pour se moquer, pour rigoler. Donc je pense que dans certaines circonstances, notamment même en cas de deuil, ça permet de détendre un peu l'atmosphère. Ça permet de détendre, justement. Ça permet de détendre la douleur. En cas de deuil. Est-ce qu'on considère de plus en plus, M. Fodio, que les gens considèrent ça comme un sacrilège de violer ces alliances-là? Est-ce que vous pensez que c'est fort dans la tête des gens en ce moment? Ceux qui connaissent bien ces alliances en sont conscients. Parce que Serge, tout à l'heure, quand il m'a dit Agnès Soulard, j'avoue que je commence à mal le prendre. Voilà, il va peut-être falloir, monsieur, nous aider cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, à savoir, entre les Baoulés et les Anila, qui est l'esclave de qui?
Parce qu'ils n'arrêtent pas, les Anil, à essayer de monter sur la tête des Baoulés. Tous les deux sont les esclaves des Abou. Moi, j'ai une question sur... Vous avez commencé par dire au tout début de vos propos que l'un des facteurs aujourd'hui du fait que les alliances interethniques sont diluées ou sont en train de disparaître, ce sont les religions révélées. Et je vous ai entendu dire tout à l'heure que les alliances sont une culture de tolérance. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être vraiment en phase avec ces alliances interethniques, on doit balayer du revers de la main ces religions dites révélées? On doit demander à ces alliances-là d'être plus tolérantes. D'être plus tolérantes. Parce que à ces religions d'être beaucoup plus tolérantes. Ce sont des religions qui sont venues d'ailleurs et qui sont venues trouver nos religions traditionnelles, qui les ont délogées et qui estiment que tous ceux qui pratiquent ces religions-là, en tout cas, sont des suppôts de Satan. Voilà. On demande surtout à ces religions d'être tolérantes. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Sinon, on ne demande pas de balayer les religions révélées du revers de la main, mais elles doivent être tolérantes. Elles ne peuvent pas déloger leurs tuteurs. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une évolution au niveau de la perception justement de ces alliances, ou au niveau des règles aujourd'hui, sachant que le monde évolue dans le temps? Oui, s'il y a une culture, s'il y a une éducation, voilà, je pense qu'on peut y arriver. Monsieur Fodio Kadjoabo, vous êtes auteur, je rappelle, de cet ouvrage, là, au secours des alliances interethniques. Vous avez été avec nous et je pense que c'est un ouvrage qu'on vous recommande pour essayer de bien comprendre, de mieux comprendre le fonctionnement de ces alliances interethniques. On aurait aimé avoir plus de temps pour les décortiquer, les analyser, les commenter. En tout cas, merci à cet Abron, petit Abron, d'avoir été avec nous sur notre plateau. On aura certainement l'occasion de vous recevoir pour nettoyer nos chaussures en tant que... Ah, j'attendais ça. Je m'en prive pas, j'attendais ça vers la fin. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes les équipes éditoriales, techniques qui se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent, je failli dire week-end, une excellente fin de soirée, un excellent mardi sur Live TV. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.